Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques du SP500, du Nasdaq et du CAC 40. Alors, c'était une journée très compliquée aujourd'hui qui a été... Le premier mot qui me vient à l'esprit n'est pas correct, mais j'allais dire pollué. Pollué par du fondamental, c'est quand même un comble, mais vous savez que je suis un analyste technique avant tout, donc ça ne va pas non plus vous surprendre. En tout cas, beaucoup de bruit, on va y revenir un petit peu plus tard. J'ai pas de backtest à vous proposer aujourd'hui non plus, donc je vais pas faire des tests réchauffés. Je vais essayer de mener une petite analyse intermarché pour comprendre l'état d'esprit des intervenants. Bon, alors, pêle-mêle, voilà tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Ok. Au début, ça a bien commencé. On a appris que Donald Trump était en contact avec son homologue chinois et on s'est dit voilà, ça devrait être pas mal. Il va y avoir des accords, donc normalement on devrait assister à une désescalade et l'économie va en bénéficier, etc. Bon, ça c'était avant, j'ai envie de dire. Entre-temps, il y a eu d'autres nouvelles, notamment des chiffres de l'emploi américains qui sont arrivés et qui ont montré que c'était quand même pas génial. Donc des chiffres de l'emploi qui sont pas géniaux. Ça veut dire quelque part que l'économie ralentit, que ça risque de créer du chômage, etc. Et les Américains n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. Mais voilà, normalement, ça aurait dû être mal perçu, mais certains investisseurs fondamentalistes se sont dit, oui, mais attends, parce que si l'économie va mal, ça force un petit peu Powell à baisser les taux. Et si Powell baisse les taux parce que l'économie va mal, eh bien ça pourrait finalement être bon pour les entreprises et ça pourrait finalement être bon pour l'économie. Donc du coup, on a eu une sorte de porte de saloon. Ça a baissé, mais pas tant que ça. Et puis finalement, le coup de grâce a été donné par la guerre, mais fratricide, j'allais dire, mais là aussi c'est un abus de langage, tant ces deux-là semblent avoir envie d'en découdre, entre Donald Trump et son ancien meilleur conseiller, Elon Musk, qui maintenant a affirmé que Donald Trump devrait démissionner, laisser J.D. Vance prendre la relève. Il a affirmé qu'il était dans les petits papiers, enfin pas dans les petits papiers, dans les gros papiers de Epstein et sa liste de consommateurs, on va dire, de services sur la fameuse île de Epstein. Epstein, c'est pas comment on va le prononcer. Et que la raison pour laquelle il veut pas que ça sorte, c'est parce qu'il est sur la liste de Epstein. Trump a dit que finalement c'était très décevant et que il s'en est pris à certains intérêts directs de Elon Musk, notamment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous trouverez les informations. Il a dans son Beautiful Bill, son projet budgétaire, et voilà, il veut remettre en cause certaines aides qui auraient aidé le secteur de l'électrique. Donc ça aurait aidé Tesla. Il revient là-dessus. Puis on sait que Donald Trump a également changé d'avis par rapport au prochain président de la NASA. Ça devait être un proche de Elon Musk et ça sera pas un proche de Elon Musk. Donc c'est toute l'aventure martienne qui est remise en cause. Bref, guerre ouverte entre les deux et certains se disent ouais, alors là ça va être terrible parce que la puissance, si Donald Trump en quelque part était élu par les 280 millions de dollars de Elon Musk, on s'imagine que Elon Musk, avec son argent, son réseau, peut également nuire au président. Alors certains se sont dit, ça va être la catastrophe, ça va être la cacophonie, ça va être le brouhaha pour les prochaines années. D'autres se sont dit, ouais, mais voilà, tous les contre-pouvoirs qui s'opposent à Trump sont bons à prendre par rapport au mal qu'il fait à l'économie. Bon, bref. C'est le chaos total et comme parfois il faut rester, non, comme le plus souvent il faut rester humble par rapport à l'analyse technique, j'ai décidé d'aller faire un petit tour à titre personnel et je vais partager avec vous mon sentiment par rapport à une petite analyse intermarché, voir un petit peu s'il y a panique dans la demeure ou s'il n'y a pas panique en la demeure. Ok ? Donc, je vais évacuer tout de suite les indices pour plus tard. On va regarder ce qui importe. Alors vous savez qu'il y a des choses qu'il faut regarder de près pour le niveau de panique des marchés, c'est les valeurs refuges. Normalement, quand il y a panique, ok,
l'or ça monte, les bons du trésor à 10 ans ça monte, le franc suisse ça monte, et le yen japonais ça monte, ok, parce que voilà, c'est le flight to quality, et quand on a peur, on va chercher des valeurs refuge. Et à l'inverse, et Bitcoin monte, ok. Non, pardon, ça c'est quand Bitcoin descend, parce qu'on n'a vraiment pas envie de prendre du risque, ok. Par contre, quand les marchés sont confiants, c'est l'inverse, ok. Vous allez avoir le yen qui va baisser, le dollar qui va monter par rapport au franc suisse. Vous allez avoir les bons du trésor à 10 ans qui va baisser parce qu'on ne cherche pas de la sécurité, on veut du risque, etc. Donc on va passer en revue les choses. On va commencer par l'or, à tout seigneur, tout honneur. Normalement, l'or aurait dû monter avec l'incertitude. Or, vous voyez qu'il n'est pas du tout monté. Aujourd'hui, on a perdu 0,58%. Ça colle pas. Ok, quand il y a panique, l'or monte. Là, l'or n'est pas monté. On sait que... j'ai oublié quelque chose. Alors, c'est même plus des bruits de bottes, c'est des bruits de missiles, avec certains qui craignent que Poutine, qui a été piqué au vif... Je fais pas de politique aussi ici. C'est pas du tout... il s'agit pas de se moquer ou de faire quoi que ce soit. On dit que Poutine pourrait envoyer une bombe nucléaire sur l'Ukraine pour calmer Zelensky et montrer ce qu'il en coûte de se fendre la poire et de se moquer de la Russie. Voilà. Et là, regardez l'or. L'or a baissé de 0,58%. C'est pas du tout ce qu'on a pu assister lors des grandes explosions de l'or qui accompagnaient les peurs. Okay, c'est d'autant plus intéressant que le silver, c'est un métal précieux, mais qui est beaucoup plus lié à l'activité économique. Regardez, l'argent a explosé aujourd'hui. Il a pris jusqu'à 5%, on est à 3,4%. Quand l'argent monte, c'est qu'on croit au futur de l'activité économique parce qu'il y a un élément industriel dans l'argent qui est utilisé dans les microprocesseurs, dans plein de choses. Normalement, quand l'argent monte, c'est qu'on est favorable, on est optimiste pour l'avenir. L'argent est monté, donc c'est pas les signes d'une peur à moyen terme pour la croissance économique. Bon, il y a toujours plusieurs éléments à prendre en considération, notamment l'argent par rapport au retard qu'a pris l'argent par rapport à l'or, etc., le déficit d'offres par rapport à la demande. Mais bon, encore une fois, là, je reste basique parce que sinon on peut faire dire tout et son contraire. Ce qui est sûr, c'est que l'argent ne traduit pas l'effroi. Ok. Regardons maintenant les valeurs refuses, les monnaies refuses. Regardez pour débuter l'USD CHF. Donc c'est le franc suisse. Normalement, si tout se passe comme prévu, le franc suisse devrait monter et le dollar devrait baisser. Ou si vous préférez, le dollar devrait baisser par rapport au franc suisse. Est-ce que ça s'est avéré? C'est la bougie, non, regardez, le dollar est monté 0,15%. Donc le dollar est monté par rapport au franc suisse. C'est pas un signe de panique. Et si on regarde le USD JPY, donc la deuxième valeur refuge type, pareil, normalement ça aurait dû monter et ça aurait dû baisser, c'est-à-dire que le JPY, le yen et le franc suisse devaient monter. Or là, vous voyez, c'est l'inverse. C'est le franc suisse et le yen japonais qui ont baissé par rapport au dollar. Les calculs sont pas bons, comme on dit. Ça colle pas. Il n'y a pas de panique. Alors, mon message derrière ça, c'est qu'il faut vous défier. Il faut vous méfier, vous défier de l'analyse fondamentale aussi, parce que voilà, vous avez les grands titres. Regardez, ouvrez vos plateformes, allez traîner sur les grands sites et les réseaux sociaux. On est en train de crier à la catastrophe qui pointe son nez. On est en train de lire partout que on est parti pour un crash avec des guerres, avec des machins. Et là, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et là, vous voyez bien que les marchés n'ont pas peur. Et c'est pas vous et moi qui faisons le marché, c'est les gros. Et les gros sont droits dans leurs bottes, et pas des bottes militaires. Ils sont très cool. Regardez Bitcoin. Alors là, c'est un petit peu compliqué avec Bitcoin parce que normalement, Bitcoin devrait baisser si on a peur. Ok. Et là, effectivement, oui, 4% en baisse. Enfin, on a à moins 3%, mais on est descendu jusqu'à 4%. Là, par contre, ça montre qu'il y a une petite peur. Alors, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles pour Bitcoin, notamment les gens qui s'impatientent de voir la fameuse réserve stratégique
de Bitcoin monter en gamme, monter en régime, et ils se disent, bon, on a compris Trump, mais c'est quand que tu mets du Bitcoin dans la réserve stratégique, parce qu'il ne le fait pas pour l'instant, il met juste ce qu'il a saisi à des criminels, mais il y a pas de montée en régime. Mais voilà, au bout du bout, ça c'est le signe, pris indépendamment, toutes choses égales par ailleurs, que le marché s'inquiète, parce qu'on n'aime pas les actifs à risque, et effectivement... Et en juge de paix, j'ai envie de dire, allons regarder la fameuse obligation à 10 ans et le rendement. Et c'est très intéressant parce qu'actuellement, vous savez qu'il est pris en sandwich, ce billet à 10 ans, puisque d'un côté, c'est une valeur refuge, mais de l'autre, on se méfie du dollar avec les difficultés qu'il y aurait à refinancer la dette. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. Et là, c'est cette bougie-là qui m'intéresse, ça c'est la nouvelle. Là, effectivement, l'obligation à 10 ans a baissé. Alors, d'une part, ça montre qu'il n'y a pas de panique, parce que normalement, l'obligation à 10 ans, elle aurait dû monter sous la panique. Là, elle a baissé, donc il n'y a pas de panique. Mais ça renvoie également au problème que c'est le taux à 10 ans qui est donc monté, puisqu'il y a un effet balançoire. Regardez, je vous montre le taux à 10 ans, forcément, c'est cette bougie-là, ça a monté un petit peu. C'est-à-dire, bon, c'est un mal pour un bien ou un bien pour un mal, parce que tout ce qui nous rapproche de la montée des taux à 10 ans nous rapproche des difficultés de financement de la dette américaine. Bon, je sais, je vous en ai mis plein le visage. Là, si vous n'êtes pas fan de fondamentaux, vous allez me détester, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que, voilà, il y a un ton alarmiste, il y a des articles qui sont extrêmement inquiétants, mais dans les faits, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Autrement dit, si on essaye de prendre les choses à l'envers pour une fois, dire ok, on va s'appuyer sur du fondamental et on va essayer de peaufiner avec l'analyse technique, normalement, vous devez avoir un biais ici. Si vous avez une lecture assez basique comme moi, vous devez avoir une lecture ici qui n'est pas alarmiste. Ça veut dire que vous devriez penser à l'achat sur les indices, puisqu'il n'y a pas de panique en l'intérieur. Donc je reviens à mon SP500. Et bon, effectivement, il y a une baisse. La baisse, elle peut s'expliquer par les horreurs qu'on a vues aujourd'hui, mais également par le fait les analystes techniques seront contents également, parce qu'ils vont dire, ouais, mais attends, c'est normal que ça baisse, on est sur une résistance, etc. Et ils auront raison, on est sur une résistance, et on le sait, et j'ai souvent dit que je prenais un risque en achetant maintenant, parce qu'on est sur une résistance, donc voilà. Mais si vous vous fiez, à votre analyse de la situation sur le plan des fondamentaux, et ce que montrent les marchés dans une analyse intermarché, normalement, vous devrez vous dire, bon, ok, ça va baisser un petit peu, mais il faut acheter, parce qu'il n'y a pas de panique. Là, c'est des prétextes, en fait. Donc, si vous voulez acheter, et naturellement, il y a deux solutions. Solution numéro 1, j'ai déjà expliqué 50 000 fois qu'on est dans une structure haussière. Ok ? Donc l'idée, c'est que vous pouvez éventuellement envisager d'acheter. L'objectif, alors au mieux ici, ok, et sinon tout de suite. Mais l'idée, c'est que le stop de protection, il devrait se mettre en cas de clôture en dessous de ces plus bas des 58,00, 57,60, puisque c'est la garantie de notre structure haussière. Alors, vous pouvez acheter maintenant, parier sur la montée, stop de protection court sous le gap, ok, protection plus large, en clôture sous cette zone, c'est tout à fait possible. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, vous dire ok, on a fait un top là, on va aller combler le gap, on va aller chercher la zone de résistance, voire on va chercher cet autre gap, stop de protection court, stop de protection large, c'est envisageable. Ok. Si on regarde le Nasdaq, c'est pareil. C'est pareil en pire parce que le Nasdaq a tendance à surréagir quand c'est 0,8% de baisse. Vous remarquez tout de suite, il y a un avalement baissier. On est également dans la résistance. Donc voilà, les analystes techniques, dont moi, diront que c'est pas fortuit. On est sur une zone de résistance. Donc les gens prennent leur profit là-dessus. Spéculation à la baisse sur les niveaux actuels. Stop de protection court. Stop de protection large avec l'ATR. Si vous avez un setup. Si vous avez un biais acheteur, vous avez également une structure qui est haussière, je l'ai dit 50 fois. Donc l'idée, c'est que si c'est la garantie, on va dire, de votre trade haussier. En cas de clôture en dessous de ça, vous faudra sortir. Alors soit vous attendez que ça consolide un peu, vous achetez, stop de protection court, soit vous faites un stop de protection plus large en vous protégeant de tous les supports qui ont été laissés. C'est envisageable. Ok. Si vous avez un biais qui est baissier, je l'ai déjà dit, je le répète. Stop de protection court, stop de protection large. Et puis le CAC 40 qui est là. Ok.
Il n'y a rien de neuf, hein. On est toujours dans une structure qui est protégée par les 76-78, 76-05. Si vous avez un billet haussier, on n'a toujours pas cherché l'objectif du twist de l'Ishimoku, hein, je vous rappelle, je répète à chaque fois parce qu'il y a toujours des nouveaux, mais l'objectif, vous mettez 50% au milieu, là, sur le twist, l'objectif, c'est d'aller chercher ce niveau-là, hein. Donc, on n'a pas atteint l'objectif, il y a encore à gratter, hein. Vous pouvez acheter maintenant ou acheter sur un retour 76-78, stop de protection court, stop de protection assez large ou avec la méthode des ATR, pareil sur un ralliement de l'objectif. Ok. Maintenant, trois petites parenthèses. Parenthèse numéro 1. Je vois bien dans les commentaires YouTube, il y en a qui disent « Ouais, Trado, tu fais pas assez le CAC, etc. » Vous savez, je vous assure, c'est extrêmement difficile de faire plaisir à tout le monde. J'ai passé des années à ne faire que le CAC et on m'a dit « Ouais, Trado, tu devrais quand même faire autre chose que le CAC, c'est pas directeur, etc. » Donc avec le temps, et parce que la demande était pressante, j'ai glissé pour faire du CAC, du SP, du Nasdaq. Puis on m'a dit également pendant des années « Trado, il n'y a pas que le technique dans la vie. » Il faut regarder un peu les fondamentaux. Alors, j'ai toujours renaclé à faire ça parce que moi, vous me connaissez pour l'analyse technique et évidemment, en tant que personne, en tant qu'investisseur, en tant que trader, je m'intéresse aux fondamentaux. Mais j'ai toujours freiné des 4 fers pour vous montrer la supériorité de l'analyse technique, ok, quand on veut parler de trading. Mais là, bon, j'ai cédé et maintenant je partage avec vous ma vision des fondamentaux. Et puis voilà, commence à apparaître des messages qui me disent « Ouais, Trado, c'était mieux avant ». Je sais pas, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Ça sera jamais possible. Laissez-moi quelques mois. Dans quelques mois, je verrai bien si les messages sont plutôt déçus. Dans ce cas, je reviendrai vers du CAC exclusivement et d'analyse technique exclusivement. Si par contre, je vois qu'au contraire, les messages sont de plus en plus accueillants, disant « Ouais, Trado, c'est une bonne idée d'en faire ci, c'est ça », ben, je continuerai parce que mon boulot, quand même, c'est de faire plaisir au plus grand nombre. Mais laissez la chance au produit. Ok, laissez-moi me développer dans cette direction qui est plus tentaculaire, plus généraliste, moins technico-technique. Ok, et puis on verra ce qui va se passer. Ok, mais laissez sa chance au produit. Mettez-moi en commentaire des choses. Vous savez, très souvent je réponds de manière très rapide, merci ou je dis etc. Mais je lis tout et je tiens compte de ce que vous dites. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de la tournure des événements. Voilà, quand il y a des backtests, je fais des backtests. Quand il n'y a pas de backtests, ben, je fais autre chose, etc. Ben, ça, vous avez vu évoluer le travail. Vous êtes toujours des milliers à me suivre, donc je me dis que ça va pas être complètement nul. Mais c'est pas une raison pour mépriser ce que vous avez à dire. Donc dites-moi ce que vous avez à me dire. Et dernière chose, vous n'avez pas trouvé, c'est normal en fait, vous n'avez pas trouvé ce que je vais vous proposer à la fin du mois comme nouveau service. Et c'est tant mieux parce que ça va être du coup une chose à laquelle vous attendez pas. Et ça me fait très plaisir parce que je devrais vous surprendre et j'espère donc positivement. À demain pour la mise à jour.